Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour votre rendez-vous hebdomadaire, ici même au Collège des Bernardins, où vous le savez, vous êtes chez vous. Au menu de cette édition, l'économie. Or, lorsqu'on parle d'économie, vous le savez, on peut le faire d'une façon macroéconomique, c'est-à-dire en évoquant les phénomènes globaux, et on le fait à satiété actuellement lorsqu'on nous parle de la crise de la dette des États, lorsqu'on nous parle de la crise de la zone euro. Mais la caractéristique de cette approche, c'est que nous, individus, on ne se sent pas très capables d'influer sur les données qu'on nous présente. Et puis, il y a l'approche microéconomique qui, elle, s'intéresse à des entités individuelles que sont le consommateur, l'épargnant, le salarié, enfin, vous et moi qui le sommes tour à tour à notre rôle. Alors voilà pourquoi le cycle citoyen et acteur responsable de l'économie nous invite aujourd'hui à traiter de cette approche microéconomique en évoquant salariés et responsables, point d'interrogation, parce que sur un thème comme celui-là, nous pouvons, nous, en tant qu'individus, influer. Voilà. Alors avec nous, trois invités que je veux d'abord remercier de nous consacrer ce temps de débat, à commencer par vous, Madame Danielle Linhart. Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS, et vous êtes, dans toute votre réflexion et production, une spécialiste des conditions de travail et de l'entreprise. Et vous êtes venue avec un ouvrage qui s'intitule « La modernisation des entreprises ». C'est une 3e édition, et c'est aux éditions de La Découverte. À mes côtés, Marc Soubitez. Marc Soubitez, vous êtes un syndicaliste. Alors, vous êtes secrétaire du comité d'entreprise de Bosch à Vénissieux, en région lyonnaise, mais vous êtes aussi vice-président du comité d'entreprise européen, car il y a des comités d'entreprise européens chez Bosch et dans d'autres groupes également. Alors, européen, ça veut dire que vous siégez à Strasbourg, peut-être, ou plutôt à Stuttgart. Plutôt à Stuttgart. Et vous êtes délégué CFDT. Tout à fait. À vos côtés, Hervé L'Huillier. Hervé L'Huillier, vous êtes un homme au parcours étonnant, parce que vous êtes d'abord un historien, un ancien de l'école des Chartes, qui est devenu un innovateur social dans un grand groupe pétrolier, dans lequel aujourd'hui vous travaillez sur des questions de stratégie, donc de l'histoire à la stratégie d'un grand groupe pétrolier. Mais vous êtes surtout ici parce que vous êtes un spécialiste de la pensée sociale de l'Église, puisque vous présidez Évangile et Société. Évangile et Société, en 2 mots. Évangile et Société, c'est une association qui a une 30aine d'années, qui a pour objet l'approfondissement et la diffusion de la pensée sociale de l'Église. Alors, puisque vous avez la parole, je vous propose de la garder encore quelques minutes pour nous dire, au fond, d'après vous, qu'est-ce qu'un salarié responsable ? Qu'est-ce qu'on traite quand on évoque la responsabilité du salarié ? Parce qu'on évoque plus souvent ses droits que ses responsabilités. Alors, qu'est-ce que vous mettez derrière cette expression ? Alors, moi je mets d'abord sur le mot de responsabilité la notion d'engagement. Et cet engagement, je le vois dans 2 domaines. Le premier, c'est l'engagement sur la parcelle d'activité de l'entreprise qui est confiée ou dans lequel le salarié a son poste de travail. Ça peut être une toute petite parcelle, ça peut être une grosse parcelle, une très grosse parcelle. Donc là, le salarié est responsable de ce qui lui est demandé, de ce que son contrat de travail lui demande. J'approfondirai ou on approfondira ensemble plus tard. Et le deuxième domaine, c'est soi-même. Le salarié est et doit être responsable de soi-même, de son développement personnel, de son employabilité, par exemple, et c'est très important dans les temps que nous vivons aujourd'hui. C'est un droit et un devoir. De son employabilité. Par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire, le fait de rester un salarié qui pourra être employé dans d'autres postes de son entreprise ou à l'extérieur de son entreprise s'il doit évoluer pour des raisons diverses, comme vous pouvez tous l'imaginer. Donc il est responsable de son propre parcours professionnel, c'est ça que vous nous dites, et donc d'une certaine manière de son accomplissement dans le cadre de sa vie professionnelle. Danielle Linhart, vous êtes d'accord avec cette présentation ? Oui et non, c'est-à-dire que je pense que vous avez bien fait d'évoquer la question du contrat de travail. Je pense que le problème de la responsabilité se pose différemment selon qu'on se place du côté de l'employeur dans le cadre du contrat de travail ou du côté du salarié. Je pense que le contrat de travail, c'est un lieu qui représente un conflit
potentiel de valeur et d'intérêt sans fin. Et la question, c'est de savoir par rapport à quoi on est responsable. Alors, du point de vue du salarié, je dis qu'il y a un conflit d'intérêt, on le voit bien, c'est la question du salaire, c'est la question de la préservation de soi, alors que du point de vue de l'employeur, il y a intérêt à avoir une profitabilité la plus immédiate possible, donc ça c'est relativement clair. Mais il y a aussi des valeurs. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que chaque salarié est porteur de valeurs citoyennes comme de valeurs professionnelles. Il a sa propre idée sur ce qu'est le travail bien fait, sur la manière dont il faut respecter les règles de l'art, les règles du métier, sur ce qui est un travail utile socialement. Et ces valeurs peuvent tout à fait entrer en conflit avec les valeurs de l'entreprise. Et les valeurs de l'entreprise qui peuvent être plus motivées par une rentabilité financière à court terme, comme on le voit de plus en plus maintenant. Donc, dans le cadre de ce contrat de travail, il y a véritablement un conflit permanent entre les intérêts et les valeurs de l'entreprise et les intérêts et les valeurs par rapport auxquels le salarié peut s'engager. Donc la question de la responsabilité, elle est là. Quand vous parlez d'engagement, à juste titre, s'engager du point de vue de la seule cause de l'entreprise, de la seule philosophie, de la seule culture et des seuls intérêts de l'entreprise, pour moi, c'est quelque chose qui ne rend pas sa part à un autre type d'engagement citoyen et professionnel. Hervé L'Huillier, je propose de réagir tout de suite et puis ensuite on demandera à Marc Subites ce qu'il en pense. Alors, je voudrais qu'on réfléchisse peut-être sur une chose. Lorsque je signe un contrat de travail, quelle que soit ma position, que je sois cadre supérieur, cadre ou salarié, employé, je rentre dans le projet de quelqu'un d'autre. Je ne rentre pas seulement dans le projet de moi-même. Je vais peut-être servir le projet de moi-même, mais je rentre dans le projet de quelqu'un d'autre, avec d'autres, et pour la réussite de moi-même et des autres. Je peux vous répondre ? Oui, bien sûr. Oui, mais je suis complètement d'accord. Mais qui est cet autre ? Qui est cet autre ? De mon point de vue, c'est la société. C'est l'actionnaire. Non. Vous avez posé que l'entreprise, c'était le profit maximum et le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'il y a véritablement deux points de vue sur la question différents dans le cadre du contrat de travail. Il y a le point de vue, mais tout à fait légitime selon le point de vue dans lequel on se place, de l'efficacité, de la productivité, de la rentabilité. Et puis, il y a l'engagement à la fois professionnel, citoyen et personnel. Et je crois que la question que vous posez, je suis complètement d'accord, quand on s'engage dans le cadre d'un contrat de travail, c'est par rapport à autrui. Mais qui est cet autrui ? Du point de vue sociologique, l'autrui, c'est la société. On travaille pour la société. On ne travaille pas pour une entreprise ou pour une marque. Et lorsqu'on se met au travail, le contrat de travail, c'est un renoncement au libre arbitre sur son propre temps. C'est-à-dire qu'en signant un contrat de travail, on signe un contrat de subordination, effectivement, et on renonce au libre usage de son propre temps. Mais au nom de quoi ? C'est la véritable question, elle est là. Est-ce que le travail s'inscrit dans un projet de société, contribue à faire vivre une société selon un certain idéal, une certaine vision du monde, ou est-ce qu'on s'engage pour le périmètre extrêmement restreint des intérêts de la seule cause de l'entreprise ? Marc Subites, je l'ai dit, vous êtes syndicaliste. Alors vous, est-ce que vous avez cette approche conflictuelle qui semble être à la base de la signature de tout contrat de travail ? C'est-à-dire qu'il y a en germe dans chaque embauche et dans chaque signature de contrat déjà des conflits d'intérêts et du coup par agrégation des conflits sociaux ? Je dirais que quand un salarié signe un contrat de travail, c'est que la première des choses, c'est qu'il en cherche. Donc quand il en trouve un, il est content de le signer, surtout aujourd'hui. Moi, je vais dire beaucoup plus simplement, la véritable richesse d'une entreprise aujourd'hui sont ses salariés, sont les hommes et les femmes qui la composent, qui apportent leurs compétences, leur savoir-faire, leur engagement, leurs idées, et que malheureusement, et c'est particulièrement vrai, je crois, malheureusement dans ce pays, il y a un certain nombre d'entrepreneurs, d'entreprises qui méconnaissent ces compétences et qui pensent qu'effectivement les salariés sont là pour appuyer sur le bouton le matin si on est opérateur, pour dessiner si on est dessinateur, et que malheureusement on leur demande pas de réfléchir à l'avenir de l'entreprise. Et je crois malheureusement c'est un tort. Parce que, et notre exemple, j'espère qu'on pourra en parler, démontre que les salariés peuvent être acteurs du développement de l'entreprise et de la survie. Puisque vous l'évoquez, on va développer cette histoire, au fond, qui est la vôtre, c'est-à-dire que dans l'entreprise Bosch, et spécifiquement dans le site de Vénissieux, en 2009,
une chose terrible survient, c'est que la production qui était la vôtre est décrétée non viable, sans avenir. Et alors, là commence un dialogue social d'une qualité particulière. L'annonce tombe d'une manière assez brutale en début décembre 2009, où on nous annonce purement et simplement que le site va fermer, qu'il n'y a pas de solution derrière, pas de solution alternative, et qu'il faut mettre en œuvre le processus de fermeture du site. Là, on a deux options. Hein. C'est soit celle qu'on voit malheureusement le plus souvent, c'est-à-dire que moi, je peux rentrer à Vénissieux, puis le lendemain, on brûle des palettes et des pneus devant l'usine. Et puis on va négocier l'augmentation des primes de licenciement. C'est l'option qu'on n'a pas voulu prendre, parce que c'est l'image un peu désespérante qu'on donne du syndicalisme, malheureusement, hein, c'est-à-dire qu'on gère les catastrophes, on gère les conflits sociaux, les fermetures de sites, et qu'on ne voulait pas entrer dans ce climat-là. Et donc on a engagé une longue réflexion avec les responsables du groupe pour trouver une reconversion assez inédite. C'est-à-dire que les dirigeants du groupe vous sollicitent, vous salariés, en particulier les représentants syndicaux, pour collaborer à la définition d'un projet alternatif. C'est-à-dire qu'on va au plus haut niveau du groupe, parce que je dois le dire, ce qui s'est passé chez nous est difficilement exportable. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être reprises par ailleurs. C'est un bon exemple. La structuration du groupe Bosch est une fondation. C'est pas un fonds de pension américain. L'ambiance sociale est pas la même. Donc on met en place quelque chose d'assez inédit, hein, c'est-à-dire qu'on va mettre en place en janvier 2010 une commission de réindustrialisation sur le site qui n'existe pas dans le droit français, qui va réunir à la fois les partenaires sociaux du site, la direction du site, la direction générale de Robert Bosch France, la direction de la division, la direction générale, des experts économiques. Et cette commission se fixe 4 axes de travail. Premièrement, regarder au sein de notre division de rattachement, qui est la division automobile, diesel, s'il n'y a pas une solution, s'il n'y a pas d'autres produits. Des solutions à partir de ce que vous faisiez déjà. Et puis voilà. Ensuite, on va élargir le cercle dans le grand domaine de l'automobile, dans d'autres activités qui ne sont pas les nôtres. Troisièmement, on va aller rechercher, s'il n'y a pas de solution, on va aller chercher dans les autres domaines d'activité du groupe Bosch. Le groupe Bosch est un grand groupe de dimension mondiale, où il y a un tas de secteurs d'activité. Et la quatrième voie qu'on doit rechercher et que nous devons accepter de ne pas exclure, c'est la recherche d'un repreneur extérieur. D'accord. Mais pour nous, effectivement, c'est la quatrième hypothèse. Et donc, on va se mettre au travail sur ces 4 pistes de recherche. Alors, très rapidement, on va abandonner les 2 premières, dans la division diesel et ensuite dans le secteur de l'automobile. Et ensuite, pour se consacrer dans le domaine qui émerge de plus en plus et dont on parle de plus en plus, c'est celui des énergies renouvelables, et où on va se rendre compte avec nos experts qu'il y a un véritable potentiel de développement, notamment sur la France, qui est un pays, entre guillemets, arriéré de ce point de vue-là. Donc ça, c'est la partie marché. Nous, on va rester sur la partie vraiment du rôle des salariés. Daniel Linhart, à ce stade, j'aimerais que vous nous disiez, est-ce que ce que Marc Soubitez nous raconte relève de l'exceptionnel, ou est-ce qu'il y a d'autres cas où l'on voit comme ça des salariés qui vont se mettre à collaborer à l'avenir véritablement de leur entreprise, mais sous l'angle qui est décrit là, c'est-à-dire de retrouver un projet collectif nouveau. Je crois que c'est l'ambition de toutes les organisations syndicales que de pouvoir contribuer à la redéfinition d'une activité en cas de fermeture de site ou de cessation. C'est rare que ça marche, c'est ça le problème. Enfin, moi, j'ai par exemple suivi la fermeture des entreprises Chaussons, qui a été véritablement dramatique parce que c'était une entreprise qui marchait très bien, qui avait des parts de marché excellente, une technologie de pointe, en tout cas pour la production des bus qui la concernaient. Et ils ont assisté impuissants, alors qu'ils étaient prêts à tout négocier, à la fermeture inéluctable du site en 3 ans,
fermeture qui n'avait pas été annoncée comme telle et qui les a conduits à un véritable désespoir et à une violence et à des sentiments de traumatisme. On a fait l'enquête 3 ans après qui n'était pas refermée, c'est-à-dire que les gens étaient encore dans l'incompréhension totale. Donc ce qui se passe le plus souvent, je ne connais pas bien le cas de Bosch, mais ce qui se passe le plus souvent, c'est des fermetures qui ne sont pas justifiées du point de vue ni technique ni des marchés, mais qui correspondent à des stratégies, des réallocations de ressources dans différents sites. Et les salariés se voient véritablement condamnés à des situations extrêmement difficiles, même avec des bons plans sociaux. L'exemple de Chausson est intéressant parce qu'ils avaient un des meilleurs plans sociaux qui ait jamais existé. 75% pour le dernier ont été reclassés. Alors, dans différentes régions où ont été formés à différentes activités, mais ils ont tous gardé le sentiment d'une impuissance face à une tragédie qu'ils estimaient absolument injustifiée. Et ils avaient gardé le sentiment aussi d'un non-respect des règles du jeu. Je dirais juste un point qui me paraît très important, c'est que toutes ces drames, ces tragédies qui se déroulent ne sont pas sans effet sur la démocratie politique de notre pays. Parce que lorsque l'on fait coïncider la carte géographique de ce type de fermeture, eh bien, on s'aperçoit que politiquement, il y a une montée très très spectaculaire de l'abstentionnisme et du vote du Front National. Donc là, c'est un cas à part que vous décrivez parce que je trouve que dans la quasi-majorité des cas, il n'y a pas de bon plan social, il n'y a pas de véritable reconversion et c'est quelque chose qui est vécu comme totalement une injustice totale par les salariés. Hervé L'Huillier, moi il me semble qu'il y a une responsabilité croisée, à la fois de dirigeants qui considèrent les salariés de toute fonction comme des interlocuteurs dignes de foi et dignes d'intérêt, et puis des salariés qui se sentent motivés par l'avenir de leur entreprise au point d'en dessiner les contours nouveaux. Ce que cet exemple qui a été cité montre, c'est que les salariés sont intéressés par leur entreprise. Le contrat de travail qu'ils signent, c'est avec leur entreprise. Alors, je ne vais pas faire d'opposition entre l'entreprise et la société. Je pense que ce qui a été fait témoigne du monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a dans les entreprises, en particulier industrielles, on pourrait penser que ça évolue malheureusement aujourd'hui différemment, un véritable esprit d'entreprise avec lequel on peut faire quelque chose. Mais ce que ces salariés ont fait aussi, c'est qu'ils ont fait vivre un site dans un monde qui, autour de lui, aurait été très pénalisé si le site n'avait pas continué à travailler. Ce qui semble aussi être démontré, c'est que un changement assez radical d'activité a été possible. Donc tout ça, il ne faut pas le perdre de vue. Ce sont des choses qui existent. On peut, si on maintient un fort niveau d'employabilité, de motivation, de fraternité à l'intérieur de l'entreprise, faire des choses qui réussissent. Toutes les histoires ne sont pas des histoires sombres. On l'a dit tout à l'heure, dans le contrat de travail, l'élément potentiellement conflictuel, c'est évidemment la rémunération. Est-ce que vous avez accepté, dans le cadre de cette reconversion de votre groupe, enfin de votre site industriel, des diminutions de salaire ou des choses de cet ordre? Au fond, est-ce que ça a touché aux fondamentaux? Est-ce que ça touche aux fondamentaux de votre situation au regard de ce qu'était ou de ce qu'est votre contrat de travail? Non, là sur cette opération-là, on nous a pas demandé d'efforts spécifiques particuliers. Bosch nous avions déjà fait parler de nous entre guillemets d'une manière assez médiatique en 2004. Parce qu'en 2004 également, nous avons déjà eu un gros problème parce qu'on avait des fabrications en fin de vie. Il a fallu négocier avec l'entreprise la venue à Vénissieux d'une nouvelle fabrication. Et là, effectivement, il s'agit d'un accord donnant-donnant où on nous amenait d'un côté un investissement de 20 millions d'euros qui, a priori, ne nous était pas destiné, qui était destiné à la République tchèque. Et à l'époque, effectivement, on a renégocié cette fameuse question des 35 heures où on est passé à 36 heures. Au lieu de 35. 36 sans augmentation de salaire. Mais il y avait, c'était pas un chantage parce qu'il y avait une véritable contrepartie qui était cet investissement qui nous était pas destiné, qui normalement était destiné. Alors plutôt que comme la presse, on avait parlé à l'époque d'un chantage à la délocalisation, nous on aimait plutôt dire à la CFDT que c'était effectivement un premier exemple de relocalisation d'un investissement qui normalement ne nous était pas destiné. Donc on a considéré qu'effectivement la réduction du temps de travail, quand on est privé d'emploi, eh ben, ça commence le matin de bonne heure. Très bonne heure, ça dure toute la journée, ça dure jusqu'au soir où on se couche. Et que de passer de 35 à 36 heures, il y avait sans doute des catastrophes sociales en France qui étaient pires que celle-ci.
Daniel Liénart, alors vous, dans vos travaux, ce qui frappe, c'est le caractère assez sombre du regard que vous posez sur les conditions de travail aujourd'hui, et notamment sur la question du management. Au fond, vous dites que le travail est devenu, je vous cite, une épreuve personnelle et individuelle. Et selon vous, cela résulterait d'une individualisation du travail. Alors, je vais vous laisser développer votre pensée, mais en gros, vous dites, dans le collectif entreprise, autrefois un peu dans une logique lutte des classes, je mets de grosses guillemets, aujourd'hui sous un angle plus subjectif, avec d'autres modes d'expression qui court-circuitent les syndicats, on se retrouve dans un isolement du salarié qui ne s'inscrit plus dans un collectif, qui est seul face à ses objectifs personnels, du coup il ne sait pas comment se défendre et du coup il se laisse écraser. Mais je crois que c'est l'évolution frappante du monde du travail. C'est-à-dire qu'on est passé en un temps relativement bref, en 20-30 ans, d'un monde du travail où les collectifs avaient toute leur place, qui géraient les difficultés du travail, qui donnaient un sens syndical, politique et idéologique à ce qui se passait. On est passé de ce type de monde à un monde où effectivement chacun se trouve dans un corps à corps solitaire avec son travail et dans des difficultés dont rendent bien compte la thématique de la souffrance omniprésente et même celle des suicides. Il y a eu une évolution très très importante qui est inscrite dans une réalité qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est la réalité du rapport de force qu'il y a et qui est défini par le contrat de travail que j'évoquais tout à l'heure entre les salariés et les employeurs. Or, il y a eu un moment donné où les employeurs ont eu le sentiment que ce rapport de force était beaucoup trop défavorable. C'était en mai 68. Mai 68, c'est un peu le moment du basculement et de la transformation du monde du travail, parce qu'en 68, la plus longue grève générale du XXe siècle, les salariés ont exprimé leur refus de continuer à travailler dans l'ordre social capitaliste tel qu'il était. Et du coup, les entreprises, les employeurs se sont saisis avec effroi, réellement à l'époque, avec effroi. Il ne faut pas oublier que le général de Gaulle avait disparu pendant 3 jours à cette période-là, parce qu'il se pensait au bord de la guerre civile et qu'il a été s'enquérir de la fidélité de l'armée et la loyauté de l'armée française. Donc, pour vous dire, ça n'a pas suffi à changer les approches managériales dans les entreprises, quand même. Écoutez, il y a eu le sentiment d'un coup de semonce et qu'il fallait trouver des parades et il fallait inverser un rapport de force qui s'était manifesté comme défavorable. Et à ce moment-là, le patronat français, qui avait des groupes de réflexion qui l'animaient, a trouvé une parade tout à fait astucieuse et très très pertinente parce que c'était l'individualisation et l'atomisation des salariés, ce qui effectivement est un renversement, une inversion du rapport de force. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'était très difficile à contrer du point de vue des syndicats parce que cette évolution, cette stratégie se calait dans un discours qui était un peu gaulliste sur le mode « nous vous avons compris, vous voulez de l'autonomie, vous voulez de la liberté, vous voulez de la responsabilisation ». Vous voulez de la responsabilisation, nous allons la mettre en place, mais à travers des dispositifs qui, effectivement, vont insister sur le mérite de chacun. Et donc, on va procéder à des formes extrêmement individualisantes et personnalisantes de travail. Madame. Pour conclure juste, qui aurait pu imaginer dans les années 70 qu'un salarié aille, à l'heure actuelle, tout seul dans le bureau de son supérieur hiérarchique, se voir définir les objectifs personnalisés et un an après se voir évaluer dans sa performance personnelle. C'était quelque chose de totalement inimaginable dans les années 70. C'est inimaginable dans les années 70, mais c'est pas malsain par définition. Pas du tout. Pas du tout. Vous ne jugez pas cette approche comme étant pernicieuse. Enfin, si, vous la présentez comme étant une stratégie délibérée du patronat pour reprendre la main. C'est une stratégie délibérée du patronat pour reprendre la main, mais on peut tout à fait dire que, d'un point de vue neutre, ça va dans le sens du progrès. De l'intérêt du salarié, bien entendu. Donner de l'autonomie, de la responsabilité aux salariés, c'est quelque chose qui est tout à fait louable, et c'est d'ailleurs ce que cherchent les salariés. Cela dit, ça n'est pas ce qui s'est passé concrètement. Parce que le problème qui se pose du point de vue managérial, c'est qu'il y a une défiance à l'égard des salariés, qui fait qu'un salarié qui n'est pas encadré, qui n'est pas pris en charge par une organisation taylorienne qui le contrôle et qui le contraint, comme l'a été l'organisation taylorienne du travail, c'est un salarié dont il faut se défier, et c'est un salarié pour lequel il faut trouver des modalités de contrôle par la subjectivité, etc., etc. Alors je ne veux pas passer quand même pour le mouton noir, je pense qu'il faut se méfier de tout angélisme et voir la réalité des choses telles qu'elles se présentent dans les entreprises. Vous nous stimulez dans la réflexion, d'ailleurs Hervé L'Huillier va le prouver tout de suite, parce que quand même ce thème de plus de responsabilisation qui aboutit à moins de responsabilité, c'est quand même un énorme paradoxe. Je suis assez d'accord avec ce que dit Daniel Liénart sur le fait qu'on a une tendance très forte à l'individualisation.
Le fait que, par exemple, on fasse changer des responsables tous les 3 ans, le fait que, je reviendrai dessus sur l'entretien individuel, on a tendance à évaluer, ça sert à une évaluation individuelle. Je crois que c'est des choses qui sont vraies, ça, et qui contribuent au fond, d'une certaine manière, à une atomisation du corps social. C'est une vraie réalité, ça. Cela dit, c'est pas partout négatif. D'abord, il est absolument indispensable que le manager pousse à la productivité. Il est absolument indispensable que le salarié soit conscient qu'il est nécessaire d'être productif. Quand ça roule tout seul, c'est que la pente est descendante. Ça, c'est physique. Donc, il faut absolument que tout le monde en soit conscient, et tout le monde a besoin de progrès, même vis-à-vis de soi-même. Mais vous avez présenté un peu l'entretien individuel de façon très, très caricaturale. Dans l'entretien individuel qui est fait tous les ans, et où le salarié va chez son patron, quelquefois c'est le patron qui va chez le salarié. Enfin, ils se retrouvent seuls, tous les deux, en tête à tête. Ils se retrouvent seuls, mais pourquoi ? Parce que il faut s'assurer, quand on le fait bien, je reconnais que souvent on ne le fait pas très bien, on n'est pas vraiment conscient du levier que l'entretien individuel peut apporter sur le corps social. Mais si vous demandez au salarié s'il comprend bien quel est son rôle, quel est le rôle de son équipe par rapport au projet de l'entreprise, si les conditions de travail dont il bénéficie sont bonnes ou pas bonnes, l'aide premièrement à remplir ses objectifs, deuxièmement à progresser lui-même, si vous lui posez le problème de sa formation, de ses compétences, de son outillage, si vous insistez avec lui sur des choses qui sont très importantes comme la sécurité au travail, comme le fait de faire équipe avec les autres, etc., vous pouvez arriver à avoir une conception du travail qui est tout à fait bonne et qui contribue à la fois au progrès du salarié, au progrès de l'équipe dans laquelle il est, au progrès de l'entreprise et au progrès de la société. Parce que tout ça, c'est un acquis pour tout le monde. Mais je remarque que quand vous avez défini... Mais c'est pas ce qui se passe. Quand vous avez ça se passe parfois, mais parce que peut-être que vous êtes dans des endroits où vous voyez les hommes malades, ou les gens malades. On appelle les sociologues. Je ne suis pas médecin, je suis sociologue. Non, mais Hervé Millier, tout à l'heure, vous avez défini la responsabilité du salarié en évoquant des aspects très personnels, son contrat de travail, son employabilité et donc par extension son épanouissement professionnel. On n'a pas entendu le mot collectif. Ah oui, non, mais parce que je ne suis pas allé jusqu'au bout, je ne voulais pas garder la parole longtemps, mais lorsque l'on parle de responsabilité, qu'il s'agisse de son engagement dans la parcelle d'activité de son entreprise, ou bien même du développement de soi, qui, je le rappelle, est un devoir, une obligation que les managers devraient rappeler aux salariés et que les salariés devraient rappeler aux managers, on ne le fait pas tout seul, c'est une co-responsabilité. Mais je suis complètement d'accord avec vous, les salariés ne demandent qu'une chose, c'est à pouvoir faire convenablement un travail de qualité, un travail utile. L'excellence. Oui, mais l'excellence, c'est quelque chose qui est imposé aux gens d'une manière sélective et concurrentielle. C'est ça qui ne va pas. On dit, on met systématiquement les salariés en concurrence, montrez votre excellence, c'est vous qui êtes responsable, comme vous l'avez dit, de votre employabilité, c'est-à-dire qu'on met en permanence les salariés au défi, ils doivent faire leurs preuves, ils doivent se montrer. Regardez par exemple la manière dont recrute France Télécom, vous aimez l'aventure, venez chez nous. Enfin, c'est à peu près comme recrute l'armée militaire à l'heure actuelle. Il y a une espèce d'exigence, d'engagement total, de dépassement de soi, de prise de risque. Les entreprises le disent. Nous ne voulons pas de salariés qui soient riscophobes, nous voulons des gens qui aiment le risque. Alors, les salariés seraient tout à fait prêts à suivre cette pente, comme vous dites, à la condition qu'on leur donne les moyens, la possibilité de faire convenablement le travail. C'est-à-dire qu'ils sont dans des injonctions paradoxales où on leur fixe des objectifs qu'ils ne peuvent absolument pas négocier, des moyens qui leur sont imposés, et les gens sont véritablement pris au piège. Ils souhaiteraient faire remonter leurs problèmes, faire prendre en considération les besoins qu'ils ont. Vous avez raison quand vous dites que l'entretien individuel pourrait être un moment privilégié de la vie de travail. Les gens en attendent énormément de ces moments. Et ils en sortent souvent, comme on me le dit, parce que ça je ne l'ai pas vu, mais en se tapant la tête contre les parois de l'ascenseur et en disant ils ont raison, je suis nul, j'y arriverai jamais, etc. Tout le management est convaincu, je crois que c'est le problème fondamental en France, que
il y a un handicap majeur, c'est la population de salariés française qui a tous les défauts. Ils sont les héritiers de l'idéologie de la lutte des classes, ils sont ceux qui mettent leur honneur dans le travail et qui ne vont pas écouter ce qu'on leur demande. Donc il y a une énorme défiance à l'égard des salariés français et il y a cette idée que dans le cadre de la mondialisation, de la concurrence, il faut véritablement mettre au pas cette population de salariés. Et ça, c'est quelque chose, qui est très, très, à mon avis, dangereux, au lieu de miser sur leur volonté de faire convenablement de travail, sur leurs compétences, de leur donner des marges de manœuvre, au lieu de leur donner la possibilité de négocier les objectifs pour qu'ils soient réalistes et qu'ils ne soient pas définis par des hiérarchies qui, comme vous l'avez dit, bougent tout le temps et ne connaissent rien de la réalité du métier des gens qu'ils encadrent. Au lieu de le faire cela, on maintient les salariés sous pression en permanence. Comme l'avait dit, c'était terrible, au moment des suicides, le PDG de France Télécom disait « Oui, je crois que je peux relâcher la pression pour 3 mois ». Ça dit tout de la manière dont fonctionne le management français. C'est-à-dire que c'est l'idée que, puisque le travail a changé de nature et qu'on ne peut pas imposer en permanence l'organisation taylorienne qui prescrit et qui contrôle, eh bien, on va imposer une pression sur les salariés en permanence. Qu'est-ce qui permettrait d'éviter cette pression que vous décrivez? Est-ce que la responsabilité dans un monde idéal du salarié serait qu'il n'ait pas besoin de cette pression hiérarchique pour produire le meilleur de lui-même? Mais faire confiance un minimum aux salariés, c'est-à-dire se fonder sur leur volonté de faire convenablement leur travail, d'avoir une utilité sociale dans la société, miser sur les compétences, miser sur l'engagement des salariés. Or, ça n'est pas ce qui se passe dans la réalité. Il y a une crise de la responsabilité, Marc Soubitez, vous avez l'impression? Parce que vous nous racontez une histoire formidable, où au contraire, on a fait confiance aux salariés. Oui, il a fallu démontrer un certain nombre de choses quand même, mais bon, moi, j'écoute attentivement. La plupart de mes collègues, le matin, quand ils se lèvent, la lutte des classes, je peux vous dire, ils ont... mais je suis complètement d'accord, c'est fini, simplement, c'est dans la tête du management, c'est pas dans la tête des salariés. Maintenant, je crois, encore une fois, beaucoup plus simplement, je crois que le problème de ce pays, c'est qu'il y a malheureusement beaucoup d'entreprises et beaucoup de conseils d'administration qui considèrent que la marche de l'entreprise, la gestion de l'entreprise, c'est pas l'affaire des salariés. C'est pas leurs oignons. Ils sont pas là pour penser. Ils sont là pour faire un job et puis point, c'est tout. Inversement, je dirais qu'il y a aussi un certain nombre d'organisations syndicales, y compris peut-être des sections syndicales dans ma propre syndicat, qui considèrent qu'effectivement, de manière classique, le patron est là pour donner du boulot, il est là pour aller chercher les marchés, il est là pour réfléchir sur l'avenir. Et puis le patron peut et doit payer. Bon, c'est pas notre conception, je pense, de l'entreprise. Et on parle de la responsabilité des salariés. On a rédigé aussi quelque chose qui est. Alors on a amené des actions syndicales tout à fait originales, puisqu'on a été en vélo entre Vénissieux et Stuttgart. Ça monte. Ça monte et ça descend. Ça monte et ça descend, mais c'était une action syndicale qui a été assez forte, qui a fédéré à la fois beaucoup en France et également en Allemagne, nos collègues allemands de Ligue Metall. C'était une image assez forte qu'on a donnée de la détermination des salariés à vouloir maintenir le site, mais surtout on a fait aussi quelque chose qui me semble intéressant, une originalité. On a fait un CV du site, c'est-à-dire qu'on a véritablement regroupé toutes les compétences. Ça a duré 3 mois. Où des experts par groupe ont quasiment vu la moitié de l'effectif de l'usine, et où on a fait un véritable CV du site pour démontrer qu'on avait effectivement toutes les capacités au changement et à l'adaptation pour passer d'un métier à un autre. Et ça a convaincu, ça a convaincu parce que... C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'au fond, vous êtes dans cette affaire les acteurs d'une mobilisation de vos collègues salariés pour quelque chose de créatif et de positif, alors que généralement, le syndicalisme tel qu'on le perçoit, c'est une mobilisation pour s'opposer. C'est malheureusement une image négative. Je pense que les jeunes, quand ils sortent de l'école, l'image qu'ils ont du syndicalisme, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est les palettes qui brûlent devant les palettes et les pneus qui brûlent devant les usines. C'est ces images de désespérance de gens qui pleurent parce qu'ils perdent leur job. Mais là, je le redis, c'est aussi la responsabilité pour faire un dialogue social, il faut être deux. Et je pense que dans ce pays, il y a un certain nombre de journaux qui ont parlé de Bosch-Vénissieux en disant c'est la cogestion allemande à la française.
Mais pour ça, il faut être deux. Alors, il faut effectivement, nous, être disposés à dire les choses aux salariés, à les considérer comme responsables. C'est pas évident, hein, je peux vous assurer. Quand on rentre en décembre 2009, quand je rentre et que j'ai l'annonce de la fermeture du site, il faut convaincre les collègues qu'on va pas se mettre en grève. Et pendant 1 an, les salariés de l'usine Bosch de Vénissieux ont travaillé la peur au ventre. Parce qu'il y a eu des moments assez difficiles où on n'avait pas de solution, on avait l'impression d'aller dans le mur, et où il n'y a pas eu, en 1 an, où les gens ont travaillé véritablement la peur au ventre, il n'y a pas eu 1 heure de grève. Et on a maintenu un niveau de performance en termes de qualité, gestion des stocks, délai de livraison, un benchmark, c'est-à-dire qu'on est resté les meilleurs du groupe là-dessus. Et c'était véritablement notre survie qui se jouait, et on la jouait avec nos arguments. Et on les a développés, c'était nos arguments, c'était pas ceux et voilà. Et je pense que les salariés ont compris le message. Il semble. Et nous ont suivis. Hervé L'Huillier, parmi vos casquettes, vous êtes aussi un acteur du patronat chrétien. Est-ce que cette problématique de la défiance, au fond, du manque de confiance du patronat à l'égard des salariés, ça vous paraît assez illustratif de ce qui se passe aujourd'hui dans l'économie française ? J'ai beaucoup de peine à généraliser comme ça. Ça a l'air d'être effectivement une doxa, je veux dire, une description qui est acquise et généralement partagée. Je pense qu'il y a beaucoup de salariés qui vivent des choses tout à fait différentes. Je pense qu'il y a tout un tas d'entreprises, en particulier des entreprises de haute technologie, des entreprises de services qui vivent autrement ce genre de choses. Donc, bien sûr, il n'y a pas assez de confiance entre les salariés et les dirigeants, souvent entre les dirigeants entre eux, qui d'ailleurs ont parfois des compétitions les uns vis-à-vis des autres, et ceci, ça n'est pas exemplaire d'une entreprise qui fonctionne, et les salariés le ressentent évidemment très fort. Bien sûr, ça existe. Bien sûr, il y a des managements brutaux, et quand on est dans nos équipes des EDC, on a assez facilement des exemples de managements brutaux qui sont fréquents, mais il y a aussi des formes de management par exemple dans l'organisation de type learning organization, les organisations apprenantes, dans la recherche, etc., dans lesquelles les salariés sont écoutés. Enfin, c'est un peu dommage de se priver de salariés de la compétence des salariés lorsqu'on sait que souvent les salariés sont plus évolués que leurs patrons dans le maniement de certains outils, de certains réseaux sociaux, par exemple, de certains outils de communication informatique, ont des engagements à l'extérieur, dans la cité, qui leur donnent des responsabilités. C'est une richesse, ça. Refuser de l'utiliser, c'est presque suicidaire, d'une certaine manière. Donc, je crois que beaucoup de responsables d'entreprises cherchent à exploiter tout ça, à utiliser ça. Bon, le mot exploiter est peut-être un mot à connotation négative. Utiliser tout ça pour contribuer au projet de l'entreprise. J'aimerais que vous réagissiez à un phénomène qui est quand même assez massif en ce moment, c'est la politique RSE. Donc, pour ceux qui l'ignorent, c'est cette évolution au sein des entreprises d'une politique qui consiste à faire du salarié un acteur responsable non seulement de la vie de son entreprise, mais aussi de la vie du monde. Alors, c'est la politique environnementale. Donc, on demande aux gens de se responsabiliser davantage dans leur comportement quotidien, la photocopieuse, la lumière, etc. Mais au-delà de faire l'humanitaire, etc. Alors, qu'est-ce que c'est, ça ? Mais moi, je crois que c'est justement parce que ces questions-là ne peuvent pas être débattues, portées et réalisées au sein de l'entreprise. Cette solidarité, cette prise de conscience de la responsabilité vis-à-vis de la société dans son travail. Je pense que c'est parce que les salariés sont précisément privés de cela en interne, puisqu'ils sont pris dans des logiques qui ne sont pas des logiques d'efficacité sociale, mais de rentabilité financière. Je crois qu'il faut bien comprendre l'enjeu. L'enjeu, il est celui-là, c'est que à l'heure actuelle, compte tenu de la mondialisation et de la financiarisation, ce que produisent les entreprises n'est pas nécessairement ce qui est le mieux pour les membres de notre société. Ils produisent ce qui est rentable, et on les comprend. Je veux dire, il ne s'agit pas du tout de diaboliser le management. Le management est tenu lui-même
lui-même par une concurrence effrénée. Et donc, il a besoin d'être efficace, rentable et d'avoir des profits à court terme. Bon, ça veut dire qu'on va produire des choses qui ne sont pas nécessairement... On a vu ce qui se passe dans l'industrie pharmaceutique. On a eu des exemples désastreux, mais il n'y a pas que l'industrie pharmaceutique. Nombre de salariés disent communément, ça passe ou ça casse, le travail qu'on fait. C'est pas la qualité du tout à 100% tel qu'on l'a dit. On est obligé de faire des paris. Donc, je crois que cette responsabilité sociale, cette conscience citoyenne ou humanitaire, elle ne peut pas se réaliser dans l'entreprise. Donc, le management propose aux salariés de satisfaire ces besoins qui sont réels en dehors. Et on leur donne des congés sabbatiques pour qu'ils puissent aller éventuellement s'occuper de créer des sources d'eau en Afrique ou pour participer. On leur donne des moyens hors entreprise. Et c'est ça qui me frappe le plus souvent. Je vois par exemple, enfin je ne veux pas donner d'exemple d'entreprise, mais des grandes entreprises qui ont organisé des réseaux humanitaires dans lesquels les salariés peuvent aller pendant 2 semaines, 3 semaines, etc. Donc réaliser un peu leurs besoins humanitaires citoyens, puisqu'ils ne peuvent pas les réaliser dans l'entreprise. Je voudrais juste terminer en disant, je ne voudrais pas qu'on caricature, je ne dis pas et loin de là, que les salariés se lèvent le matin avec l'idéologie de la lutte des classes. Au contraire, on est dans un monde du travail atomisé où chacun joue pour lui-même, n'a pas la conscience des enjeux collectifs et communs. C'est ça la réalité. Mais ce que je dis simplement, c'est que au lieu de miser sur la bonne volonté de ces salariés qui ont été, d'une certaine façon, expurgés de leur capacité de contestation, au lieu de miser sur leurs compétences, la politique managériale, le modèle managérial dominant, certes il y a des exceptions, c'est celui de ce que j'appelle la précarisation subjective. C'est-à-dire qu'on va essayer de déstabiliser au maximum les salariés, de les mettre dans des situations difficiles avec cette conviction que, une fois dans le désarroi, dans l'incertitude, avec la peur de ne pas être compétents, les salariés vont se rendre aux normes, aux logiques et aux exigences de leur hiérarchie. Hervé Lhuillier, est-ce qu'à votre avis, enfin dans une visée un peu prospective, la crise systémique de la vie de beaucoup de gens à laquelle on assiste aujourd'hui va produire comme effet plus d'angoisse, plus d'asservissement, ou au contraire plus de responsabilité? Est-ce que face aux impasses fabuleuses dans lesquelles nos économies occidentales sont arrivées, la responsabilité de tous les salariés, pour le coup, n'est pas une des voies d'avenir? C'est-à-dire une forme... co-gestion, c'est pas le bon mot, mais enfin, vous m'entendez, c'est-à-dire de prise en compte du point de vue, y compris du plus subalterne des subalternes, parce que face à ces crises systémiques, tous les points de vue sont les bienvenus. Bon, écoutez, quand je vois annoncer dès maintenant un certain nombre de suppressions d'emplois par centaines et même par milliers dans des entreprises, ça me fait un peu froid dans le dos. Je dois dire que s'il y avait quelque chose qu'il faudrait absolument préserver, c'est l'emploi. C'est le travail, parce que dans l'emploi, il y a la socialisation, il y a la possibilité de s'adapter, il y a des moyens, il y a la possibilité de rester connecté au monde. Et ces choses-là, quand on est en crise, si elles tombent, ça peut avoir des effets dramatiques. Et donc je pense qu'il est souhaitable que les salariés et employeurs, représentants des employeurs, arrivent à s'écouter, dialoguer pour que... Mais il y aura des sacrifices à faire alors. Il y aura des sacrifices à faire, c'est bien évident, oui. Oui. Et est-ce que ces sacrifices, c'est aussi de la part des salariés de devoir renoncer à certains acquis, de devoir... est-ce qu'une régression des acquis sociaux est une des voies d'avenir? Bon, là, je pense pas. Enfin, je pense pas qu'on... On est peut-être en France dans une situation où on ne sait pas vraiment ce que coûte la protection sociale. On en bénéficie sans en connaître franchement individuellement le coût. Et je pense que la crise doit nous amener à réfléchir sans tabou à l'ensemble de ces problèmes et à s'écouter mutuellement. Marc Subitez? Bon, je pense simplement qu'il ne faut pas prendre les salariés pour des imbéciles. Ils sont prêts à faire des efforts. Il y a des tas d'entreprises où les salariés sont prêts à faire des efforts. Ils comprennent un certain nombre de choses. Ils ne les comprennent plus quand on leur demande de faire des efforts et puis que dans le même temps, on se verse des stock options et des choses comme ça. Bon. Mais est-ce que vous, du fait de votre expérience que vous nous avez largement partagée, vous êtes optimiste, c'est-à-dire malgré des situations de crise qui sont réelles, comme ça, en tout cas vous avez vécu? On peut avoir un dialogue social sérieux, on peut mettre en place un certain nombre de choses quand on a à la fois des partenaires sociaux qui sont sérieux, qui sont responsables, mais aussi face à nous, avec des directions d'entreprise qui le sont tout autant.
Si leur seule motivation, c'est effectivement le profit à court terme, comme ça a été indiqué, non. Une entreprise, pour assurer son avenir, elle a besoin de consacrer de l'argent à la recherche, au développement, aux investissements. Et aujourd'hui, je constate qu'il y a malheureusement un certain nombre d'entreprises, il y en a des importantes. C'est pas ça du tout. On va travailler aujourd'hui, non à Bosch-Vénissieux, dans le domaine du photovoltaïque. Malheureusement, on sait en France que c'est pas la priorité du gouvernement. Je le dis c'est pas du tout un engagement, c'est un constat. La politique aujourd'hui énergétique de la France, c'est basé uniquement sur le nucléaire et a priori, on va continuer comme ça. Ça veut dire que si on veut développer un certain nombre d'énergies renouvelables, c'est pas une industrie qui va être rentable tout de suite. Ça veut dire qu'on a besoin d'avoir des industriels, de vrais industriels qui sont prêts à investir dans la durée. Et si c'est pour gagner de l'argent au bout de 6 mois, non, ça marchera pas. D'accord. Daniel Linhart, je voudrais vous entendre sur cette question de ce que vous observez dans la crise qui ne fait que commencer manifestement et qui est une remise en cause du système. Moi, je crois qu'un des problèmes majeurs de cette crise, c'est qu'elle a enfoncé dans l'esprit managérial l'idée qu'il n'y a pas, que tout est inéluctable, qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. Et du coup, l'idée même de compromis entre les salariés et les employeurs, qui était quand même le vecteur des transformations pendant les 30 Glorieuses, a disparu. C'est-à-dire que le management s'est mis en tête d'imposer l'idée d'un consensus a priori. C'est-à-dire que les intérêts sont convergents, les salariés sont liés à leur manager pour le bien et pour le meilleur et pour le pire, et que voilà. Alors le progrès de l'histoire vient toujours de la confrontation d'intérêts divergents et de la nécessité de trouver des formes d'équilibre et de compromis pour aller de l'avant. On est sorti de cette logique-là. Et je pense que tant qu'on n'acceptera pas l'idée qu'il y a une divergence d'intérêts possible, je reviens à mon contrat de travail initial en disant qu'il y a pas, les intérêts ne sont pas nécessairement convergents. À partir du moment où on n'acceptera pas cette idée, je pense qu'on va se priver de la possibilité de donner toute leur place aux salariés, de la possibilité qu'ils s'engagent à fond dans l'entreprise, qu'ils mobilisent leurs compétences et qu'ils trouvent des solutions. Comme l'exemple de Bosch est quand même très intéressant. Avec l'inventivité, la créativité, la mobilisation des salariés, on trouve des solutions. Mais encore faut-il se situer dans cette perspective de la nécessité de passer des compromis et donc d'accepter l'idée que les uns et les autres ont des intérêts, ont des valeurs qu'il faut ajuster pour que le monde continue à tourner. Mais le terrain social actuellement en France, malgré toutes les mauvaises nouvelles qui s'annoncent, est plutôt pacifié. Enfin, je ne trouve pas que l'entreprise soit beaucoup le lieu d'une confrontation et de l'expression d'un... Malheureusement, elle n'est plus le lieu d'une confrontation. Il y a des indignés dans les rues et sur les places. Et il y a des suicidés dans les entreprises. Ouais. C'est ça le problème. Oui. Il n'y a pas un jeu réel d'acteurs autour des enjeux du monde du travail. Et pour partie, c'est lié à l'individualisation, l'atomisation, la peur du chômage, cette épreuve solitaire à laquelle chacun est confronté dans le cadre de son travail, qui fait qu'on n'est plus dans une société où il y a des équilibres, des contre-pouvoirs et des possibilités de trouver des solutions. Je crois que les solutions, elles naissent à partir du moment où on accepte de poser les vraies questions. Pour l'instant, on ne les pose pas. On est dans le schéma de l'inéluctabilité, on n'a pas de marge de manœuvre, on ne peut rien faire. Il faudra bien que les sociétés inventent un nouveau modèle, inventent des solutions. Mais pour le faire, il faut qu'on accepte l'idée que tout le monde puisse être mobilisé et entendu. Est-ce que la pensée sociale de l'Église est innovante dans ce domaine-là, Hervé L'Huillier ? La pensée sociale de l'Église, elle est très claire. Elle privilégie la personne et le développement intégral de la personne. Donc, elle serait plutôt favorable à des sociétés de plein emploi. C'est des choses qu'on ne sait pas vraiment très bien faire fonctionner, et ça pose une des bases de la réflexion. Une chose est sûre, en tout cas, c'est qu'on va se trouver dans une grande difficulté parce que des salariés ne voudront même pas partir à la retraite à un moment où probablement les entreprises voudront baisser leurs effectifs à cause des problèmes de la crise, baisse de commandes, etc. Pourquoi ils ne voudront pas partir à la retraite ? Ils ne pourront pas parce qu'ils n'auront pas les moyens, parce que leurs retraites sont menacées, etc. Et moi je suis assez d'accord avec ce que vous dites sur ce point-là, lorsqu'on a un discours qui est un discours porté par de grands penseurs qui vous disent tous ruinés dans 10 ans, qui vous disent que les systèmes ne tiendront pas, etc.,
on est dans une société qui est malade, hein, franchement. Alors comment réinsuffle de l'espérance? Il y a toujours des personnes qui se lèvent, et je pense que l'exemple que vous avez donné montre qu'on peut trouver des ressources pour innover. Oui. Moi, ce qui m'inquiète personnellement le plus, c'est que c'est pas la question de l'équilibre aujourd'hui du contrat de travail. La vraie question, il faut en avoir un. Oui. Et aujourd'hui, la vraie question qui se pose, c'est la précarisation du salariat. Et je pense notamment aux jeunes. Aujourd'hui, c'est ça hein, le vrai problème. On parle d'une société pacifiée parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, assez calme, mais attention, je crois qu'on est assis. Aujourd'hui, il y a des milliers de jeunes qui n'arrivent plus à décrocher un contrat de travail. Ils vivent de contrats précaires, ils vivent de l'intérim, ils vivent du contrat en alternance dont on use et dont on abuse dans les entreprises. Hein, aujourd'hui, il y a des tas de jeunes en alternance qui, en fait, occupent des postes à temps plein. C'est la grande mode, ça, aujourd'hui, hein, les contrats en alternance. Et je crois que le vrai problème, il est là. Et attention, je crois qu'on est là sur une bombe à retardement. On pourrait rester sur une note optimiste, un élément d'espérance dans toutes vos observations, de ce point de vue de la place du salarié dans l'entreprise. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les salariés commencent à se rendre compte qu'il y a un problème collectif du travail. Parce qu'auparavant, jusqu'à présent, ils vivaient les problèmes qu'ils avaient affrontés sur un mode purement personnel et individuel, persuadés que les autres étaient soit des concurrents, soit n'avaient pas les mêmes problèmes. On commence à voir des salariés prendre conscience que c'est dur pour tout le monde et que ça n'est peut-être pas juste que les conditions qui sont faites aux salariés massivement maintenant ne sont peut-être pas ni justifiées ni justes moralement. Et je crois qu'il y a une prise de conscience qui se fait qui est nouvelle, parce que la France a beaucoup souffert du fait qu'on a dit et redit sous les différents gouvernements, les Français, il faut les remettre au travail parce que les Français et le travail, ça ne marche pas ensemble. Ce qui est faux. Totalement faux. Les Français attendent beaucoup du travail. Énormément. Il y a une enquête sur 27 pays européens qui montre bien que les Français sont ceux qui attendent le plus du travail et qui misent le plus sur le travail. D'où les frustrations. D'où les frustrations extrêmement importantes. Donc, je crois qu'on a beaucoup cherché à culpabiliser les Français en les comparant aux Indiens, aux Chinois, etc. Les Français ont la seconde productivité horaire la plus élevée dans le monde. Ils sont extrêmement investis dans leur travail et on leur renvoie une image de paresseux, de privilégiés, etc. Or, cela est en train de changer. Voilà des propos optimistes sur lesquels nous resterons. Merci madame, messieurs. Je voudrais vous préciser que nous inscrivons ce débat dans un cycle puisqu'il viendra prochainement 2 autres débats sur consommateurs responsables puis épargnants responsables et qu'enfin je vous retrouve la semaine prochaine pour un débat d'actualité où il sera question des chrétiens en politique et la politique dans le cadre de la présidentielle toujours. Merci, à bientôt, au revoir.